Donc, on va commencer ce webinaire qui va vous présenter une analyse qu'on a faite sur 10 ans de Verbatim et 10 ans de relations clients dans le secteur banque, assurance et mutuelle. Alors, pour commencer, on va se présenter tous les deux. Alors, Fred, vas-y. Frédéric Alevet, je suis Product Manager chez Locan et je m'occupe de nos offres chatbot et callbot. Et Mathieu Bliem, donc je suis responsable de l'offre sémantique et je travaille aussi sur les offres qui tournent autour de la retranscription. Un sujet qui peut vous intéresser, qui est assez en vogue en ce moment. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va faire une rapide présentation des Locan. Ensuite, on vous présentera les résultats d'une étude qu'on a menée sur 10 ans de relations clients dans la banque et l'assurance. Ensuite, on vous montrera comment passer à l'action si vous voulez mettre en place des actions autour de la relation client dans votre entreprise. Et enfin, une conclusion avec des questions-réponses. Et surtout, on voit sur la gauche le visuel de notre livre blanc, donc, qui a été édité il y a peu. Vous recevrez une version électronique à la fin du webinaire. Et si vous voulez une version papier, n'hésitez pas à répondre à notre questionnaire de satisfaction et on vous l'enverra par la suite. Il y aura aussi dans cette version papier des infos qu'on n'a pas le temps de préparer, de présenter ce matin, donc des infos complémentaires qui peuvent vous intéresser. Alors, je vais commencer par une présentation d'Eloquent rapide. Donc, Eloquent est un éditeur de logiciels qui a 3 lignes de produits principales. Le centre de contact multicanal, c'est tout ce qui est gestion unifiée des interactions clients, les contacts entrants et sortants, multicanal. Ensuite, la deuxième ligne de produits, c'est tout ce qui tourne autour des enquêtes multicanales. C'est la voix du client et du collaborateur, le traitement de la satisfaction. Et la troisième ligne de produits dont je m'occupe, c'est l'analyse sémantique automatisée, c'est-à-dire la compréhension et l'exploitation des commentaires et conversations clients. Alors, on a aussi des services transverses comme les SVI, le chatbot, le callbot, la publication des avis, etc. Et il faut retenir que nos solutions sont disponibles en modulaire ou tout en un, donc soit un package intégré pour gérer, on va dire, l'entièreté de votre relation client, soit certaines briques, si vous avez déjà des briques complémentaires chez vous. Alors, chez Eloquent, nous avons deux particularités. Donc, je vous ai dit qu'on était éditeur de logiciels en mode SaaS. Nous sommes certifiés ISO 27001, donc toutes nos plateformes sont hébergées dans des data centers en France. C'est pour la sécurité des données. Et puis, on a aussi une expertise métier avec des chefs de produits, des ingénieurs linguistes, des chargés d'études qui vont vous accompagner pendant toute la durée de vos projets. On va passer au sujet de notre webinaire. Oui, parce qu'en fait, pourquoi on a mis en place cette étude? Parce qu'on voit bien que le secteur dans lequel vous travaillez, les banques, mutuelles et assurances, c'est un environnement qui est vraiment en pleine mutation. Il y a des gros changements à la fois sociétaux, légaux et concurrentiels, hein. Vous savez comme moi, dans certains domaines, comme par exemple le domaine des mutuelles assurances, il y a énormément de fusions qui entraînent des gros changements dans le domaine de la relation client. Le digital aussi, qui est omniprésent chez vous. Et si vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas un mot qui est sorti au hasard, chez vous, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et qui est une priorité numéro 1. Ensuite, il y a des nouvelles habitudes avec nouvelles générations qui ont des nouveaux canaux de communication, des générations qui sont un peu plus habituées aux outils traditionnels. Donc il va falloir gérer ces nouvelles habitudes et comment les optimiser. Ensuite, on pourra aussi parler de tout ce qui est niveau des attentes, puisqu'en fait, on voit bien qu'il y a un standard maintenant qui se dégage, ou des standards, mais qui ne sont pas forcément liés à votre secteur d'activité, mais qui sont liés en fait au niveau d'attente des clients. Ils vous comparent par rapport à un Amazon, par rapport à un autre type d'entreprise ou à un Apple, parce qu'ils sont habitués à une qualité de service qui est exceptionnelle. Donc voilà, les niveaux d'attente ont augmenté. Au niveau juridique, vous savez comme moi, c'est devenu de plus en plus facile pour une personne de changer de mutuelle, de changer de banque, de changer d'assurance. Et ça a forcément un impact et on verra tout à l'heure avec Mathieu, l'aspect changement est vraiment quelque chose qui est très important et qui doit être pris en compte dans vos plans d'action. Et dernier point, c'est le niveau concurrentiel, hein. Les startups qui arrivent sur le marché, la fintech, la surtech, etc., ce sont des entreprises qui peuvent un petit peu changer la donne et donc il faut savoir faire évoluer sa relation client. Donc voilà les éléments vraiment clés à retenir sur l'environnement que vous connaissez bien sûr mieux que moi. Donc nous, on va maintenant s'intéresser au métier et à l'analyse. Et là, Mathieu, je te laisse prendre la main. Oui, donc je vais vous présenter les résultats de notre analyse de 10 ans d'avis clients passés à la loupe. Alors, pour ce qui est du cadre de l'étude,
il faut savoir que plutôt que d'interroger les clients finaux, on est allé crawler tout ce qui se disait sur Internet. Et donc, on a analysé plus de 105 000 verbatim étalés sur 10 ans, de décembre 2008 à avril 2019, dans le domaine de la banque et l'assurance mutuelle. On a pris deux sources de données. La première source, c'est Trustpilot. Donc, ce sont des avis sollicités. C'est-à-dire, une fois que vous êtes allé en boutique, par exemple à la FNAC, vous allez recevoir un questionnaire qui vous demande votre avis sur la boutique que vous avez visitée. Donc là, c'est pareil pour les banques assurances. Et puis, on a une deuxième source de données qui est Opinion Assurance, qui est un forum qui porte exclusivement sur les assurances. Et donc ça, ce sont des avis spontanés. Ce sont les clients qui viennent déposer un avis en disant, voilà, j'ai bien aimé la Maïf, etc. En termes de répartition, on a à peu près 2/3 d'assurance et 1/3 de banque. C'est normal parce que Opinion Assurance ne traite que des assurances. Et d'ailleurs, vous verrez dans les slides d'après, quand on fait des comparaisons entre banque et assurance, on a toujours pris uniquement les données Trustpilot. Parce que pour que les deux secteurs soient sur un pied d'égalité, et notamment, on le verra, entre les avis spontanés et les avis sollicités, il y a parfois des différences en termes d'opinion. Donc, pour que les deux secteurs soient sur un pied d'égalité, on prenait les données Trustpilot. Et puis, on a analysé tous nos résultats avec notre grammaire relation client, qui est une grammaire générique qui liste les différents points de contact entre un client final et une enseigne. On a également analysé les opinions émises par les clients, de manière à avoir les résultats qu'on va vous présenter. Et on a eu une deuxième étude qu'on a faite, qui est une étude qualitative, faite auprès de 40 répondants. Ce sont des professionnels du secteur banque, assurance, mutuelle. Donc on vous présentera ça aussi. Alors, les 6 points clés, et j'ai oublié de le dire, de cette étude, on a sorti 6 points clés que je vais vous présenter maintenant. Premier point clé, la relation client mutuelle, assurance et banque a peu varié depuis 10 ans. Quand on fait une analyse sur 10 ans, sur 3 ans ou même sur 1 an, on se rend compte qu'il y a une grande stabilité dans l'ordre des préoccupations. Alors cet ordre, on le voit sur la droite, c'est tout d'abord la compétence des conseillers, l'attitude des conseillers et ensuite la qualité de l'offre. Ensuite viennent un certain nombre de catégories qui ont entre 3 et 5% de citations. Et on a les mêmes conclusions qu'on regarde pour le secteur banque ou pour le secteur assurance mutuelle. Là, sur le graphe, vous avez tout confondu. Et à chaque fois, on a pris les données Trustpilot pour pouvoir comparer les deux secteurs. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'arrivée du digital n'a pas bousculé ni même modifié les thèmes principaux évoqués par les clients dans les avis sollicités. Et juste pour info, au niveau des corpus, on avait donc 105 000 verbatim à peu près sur 10 ans, 55 000 sur 3 ans et plus de 22 000 sur 1 an. C'était quand même représentatif. Deuxième point qui ressort de cette étude, l'opinion des clients est positive avec un léger avantage pour le secteur bancaire. Alors, si on regarde la répartition des opinions, on voit qu'on a à peu près 85% d'opinions positives, donc c'est plutôt de très bonnes notes. Et si on fait le détail banque et assurance, on voit que les banques sont légèrement mieux perçues. On est à 87, à peu près 87% d'opinions positives, contre 83, 84 pour les banques assurances. Ensuite, si on regarde uniquement les opinions positives, on voit qu'elles portent principalement sur la compétence des conseillers et l'attitude du conseiller, donc qui sont des forces pour les banques et les assurances. Et les opinions négatives, elles, portent plutôt sur les tarifs, on y reviendra tout à l'heure, l'accessibilité à l'information et l'attente que le client peut avoir quand il attend une réponse. Vous aurez plus de détails de ces valeurs dans des tableaux qui sont dans le livre blanc, que vous le receviez en version électronique ou papier. Alors, conclusion, les opinions sont globalement positives avec des petites disparités selon les thématiques de la relation client et une très légère différence en faveur des banques par rapport aux assurances. Troisième conclusion de l'étude, il existe des différences fortes entre les avis spontanés et les avis sollicités. Donc ça, je l'ai dit en introduction. Quand on fait un zoom sur le secteur mutuelle assurance, qui est le secteur sur lequel on a à la fois des avis spontanés et des avis sollicités, on observe des différences importantes. Donc on le voit sur le graphe de droite, par exemple, la compétence est évoquée à 32% dans les avis sollicités, et dans les avis spontanés, donc quand les clients s'expriment sur un forum, ça tombe à 18%. Inversement, le tarif explose, il était à 9% dans les avis sollicités et il passe
en thème le principal, on va dire, le plus évoqué par les clients dans les avis spontanés, à 19%. Et puis on voit l'attitude des conseillers qui était relativement beaucoup citée, donc 17% dans les avis sollicités, et qui n'est même pas dans le top 5, il doit être à peu près à 4 ou 5% dans les avis spontanés. Les différences sont aussi importantes au niveau des opinions. On a 83% d'opinions positives dans les avis Trustpilot, c'est-à-dire dans les avis sollicités, et seulement 45% dans les opinions spontanées. Ça veut dire que quand les clients vont sur un forum, c'est plus pour dire ce qui ne va pas, alors que quand ils sont sollicités suite à l'utilisation d'un service, ils ont plutôt tendance à arrondir les angles et à dire ce qui va bien. Donc en conclusion, lorsque le client s'exprime spontanément sur sa mutuelle assurance, le tarif est un critère qui devient majeur. Effectivement, il passe à 19%, donc c'est vraiment le critère numéro 1. Il a également tendance à exprimer plus facilement les points de douleur de son expérience client, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quatrième point important, le risque de résiliation reste moins élevé dans les banques que dans les assurances. Alors pour étudier ce risque de résiliation, quand on analyse les données de Trustpilot pour les banques et les assurances mutuelles, on peut détecter ce qu'on appelle des signaux d'alerte, c'est-à-dire des risques qu'il faut traiter au plus vite. Alors parmi ces risques, on trouve ceux qui sont sur le graphe, la colère, un client qui exprime sa colère dans un verbatim. Contact multiple, c'est un client qui a appelé plusieurs fois ou qui est toujours en attente de réponse. Risque de résiliation, risque juridique, réclamation ou buzz, c'est je vais en parler à mon voisin ou je vais en parler sur un réseau social. Donc tous ces items, pour nous, c'est ce qu'on appelle des alertes parce que ce sont des clients qu'il faut rappeler au plus vite, soit pour éviter un bad buzz, soit pour éviter même de perdre un client. On voit que d'ailleurs dans ces risques-là, le risque de résiliation est relativement important, un cas sur 6, là il est à peu près à 16%. À l'intérieur du risque de résiliation, on a observé des différences. La différence principale qu'il y a entre banque et assurance porte d'ailleurs sur résiliation. Dans la banque, on est à 12%, alors que dans l'assurance, on est plutôt à 19%. Et si on regarde les données uniquement sur la dernière année, le risque de résiliation passe à 14% dans les banques et 21% dans l'assurance. Donc c'est quand même relativement important, et c'est ce qu'on a noté dans la conclusion. Le risque de résiliation est évoqué de plus en plus fréquemment parmi les alertes, et même jusqu'à un cas sur 5 pour les banques, pour les assurances mutuelles. Alors, dans notre livre blanc, on a un certain nombre de focus. On ne va pas présenter tous ce matin, mais là, j'ai juste fait un petit focus sur le ROI, justement, lié à la résiliation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui se concentrent sur la conquête de nouveaux clients, mais quand on est dans un secteur concurrentiel comme la banque ou l'assurance mutuelle, la fidélisation des clients existants peut s'avérer au moins aussi rentable, voire plus rentable. La première raison, c'est qu'on évite de perdre du chiffre d'affaires. La deuxième raison, c'est que conquérir de nouveaux clients, ça coûte cher. Et la troisième raison, c'est qu'un client qui est fidélisé à votre enseigne, il aura plutôt tendance à consommer, à acheter plus. Donc là, on a fait une petite analyse qui est basée sur un exemple de calcul de ROI, basé sur à la fois l'analyse sémantique et le traitement des alertes clients. On imagine une hypothèse, une entreprise dans laquelle on a 5000 verbatims par mois avec 4% d'alerte. J'ai noté que 4%, c'est une fourchette basse, c'est-à-dire que dans les verbatims de nos clients, chez Eloquent, on observe en général que le pourcentage d'alerte est plutôt entre 4 et 15%. Donc là, on a été optimiste en disant qu'on n'a que 4% d'alerte. Donc on a 60 000 verbatims à l'année, 4% de clients insatisfaits. On suppose que si on rappelle les clients, on arrive à en conserver 50%, que le coût d'acquisition d'un nouveau client, c'est 100 €, que son panier moyen annuel, c'est 200 €, et donc sur 60 000 clients, comme on en détecte 4% d'insatisfaits, on arrive à en détecter 2400, et si on les rappelle, on va réussir à en conserver 1200. Alors on a fait une petite analyse comparative entre ne rien faire et conquérir de nouveaux clients pour compenser la perte, ou alors utiliser l'analyse sémantique et rappeler les clients. Alors dans le premier cas, dans le deuxième cas, pardon, si j'ai recours à l'analyse sémantique et que j'arrive à conserver 1200 clients, moi, je vais quand même en perdre 1200 si je ne fais rien de plus pour en conquérir des nouveaux. Donc on va dire que j'ai perdu 1200 fois les 200 €, 240 000 €. Si on ne fait rien, ben là c'est pire parce qu'on risque de perdre 2400 clients, donc 480 000 €,
Et puis, si je veux revenir à un état équivalent à l'état 1, il faut quand même que je reconquière 1200 clients avec un coût d'acquisition de 100 € par client. Donc là aussi, ça me coûte 120 000 €. Au total, 600 000 €. Donc on voit qu'on a un delta important de 360 000 € qui montre que avoir recours à l'analyse sémantique pour éviter la résiliation, ça a un delta financier qui est très important. Le ROI est facile à montrer. Je vais revenir au résultat de l'étude avec les deux derniers points. Premier point, la banque doit travailler sur ses tarifs et son offre. Nous avons suivi l'évolution de la proportion des avis négatifs sur 4 ans pour tous les thèmes de la relation client. Vous trouverez les détails dans les annexes de notre livre blanc. Et si on fait un focus sur et qu'on cherche les différences importantes entre les banques et les assurances, on a vu qu'il y avait des différences qui étaient assez flagrantes sur les tarifs et la compétence. Alors, sur les tarifs, on a une forte augmentation du pourcentage d'avis négatifs dans les banques. On est passé de 31 à 58%, alors que dans les assurances, c'est marrant, c'est relativement stable. On est à 45% d'avis négatifs, mais c'est stable pendant les 4 dernières années. Sur la compétence des conseillers, c'est un petit peu l'inverse. Dans la banque, c'est stable, on est à 7-8% d'avis négatifs, alors que dans les assurances mutuelles, on a eu une nette amélioration puisqu'on est passé de 11% d'avis négatifs à 6% d'avis négatifs. Donc là, on remarque que les assurances ont bien progressé sur la compétence des conseillers. Nos conclusions, c'est que les tarifs sont un chantier prioritaire pour la banque et que les assurances et mutuelles ont largement progressé au niveau de la compétence des conseillers. J'en profite pour dire que, oui, on parle de chantier prioritaire pour la banque, non seulement parce qu'on a beaucoup d'avis négatifs, et en plus parce que, on l'a vu tout à l'heure, les tarifs, c'était le chantier, enfin le thème le plus important dans les avis spontanés pour les clients. On a aussi un focus sur la concurrence dans la banque dans notre livre blanc, que je ne présente pas ce matin, mais que vous retrouverez dans nos conclusions. Dernier point, le point de vue des clients diffère de celui des professionnels. En introduction, je vous ai dit qu'on avait analysé 100 000 verbatim clients, et en parallèle, on a interrogé les professionnels du secteur. Alors, dans les personnes interrogées, il y avait les responsables de l'expérience client, des centres de contact, les responsables digitaux des secteurs banque, assurance, mutuelle. Et pour 90% d'entre eux, l'irritant majeur est l'attente. En réalité, c'est un signal faible parce que même si on a 75% d'avis négatifs, l'attente, c'est une catégorie qui est citée par seulement 3% des clients. Les vrais chantiers prioritaires, on les a vus tout à l'heure, c'est le tarif et l'offre, mais aussi l'accessibilité. Alors, ce qu'on appelle accessibilité, c'est la facilité d'accéder à l'information attendue, donc à la fois à travers les différents canaux disponibles, et la fluidité de cet accès. Cette accessibilité, elle représente 5% des catégories citées, donc 2 fois plus que l'attente, et on a des avis négatifs qui ont fortement augmenté à environ 50% d'avis négatifs. Donc c'est sans doute lié aux habitudes des nouvelles générations Y et Z qui souhaitent des réponses très rapides dès qu'ils ont un problème. C'est ce qu'on a résumé dans la conclusion. Donc attention à l'attente qui reste un signal faible, et puis tarif, offre, accessibilité qui sont les chantiers prioritaires. Alors les conclusions de cette étude basée sur les 100 000 verbatim, c'est qu'on a au global une stabilité au niveau des thèmes évoqués depuis 10 ans par les clients dans leurs avis sollicités. Ensuite, une importance de la compétence dans les avis sollicités et des tarifs dans les avis spontanés, c'est le deuxième point qu'on a vu. Attention à la résiliation et surtout à bien la détecter et la traiter. Donc ça, c'est le focus sur le ROI. Et enfin, le dernier point, l'accès simplifié à l'information est un enjeu évident pour les années à venir, notamment avec les générations Y et Z. Alors, je vais maintenant vous faire un petit focus, une petite démo des outils qu'on a utilisés et puis approfondir un point, si j'arrive à partager mon écran en live. Hop. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? On voit ton écran, c'est bon. D'accord. Oui, on voit iMine. C'était juste pour illustrer, tout à l'heure, je vous parlais du risque de résiliation. Alors là, je me suis amusé en prenant nos 100 000 verbatim. On voit que le risque de résiliation au global, il est de 25%.
Inversement, si je fais un focus sur la MAF, donc les verbatims de la MAF, là, je passe à 32%. Donc, c'est relativement important. Et une dernière chose qu'on a regardé, c'est que si on fait un focus sur un an, donc à peu près, ici, je prends un an de données, donc la dernière année, le risque de résiliation est toujours à 29%. Ça veut dire que, bien que ce soit un chantier prioritaire, il n'a pas encore été traité assez fortement. Il n'y a peut-être pas eu d'effort particulier, en tout cas un effort pas assez fort encore, pour descendre au moins au niveau du secteur. Et dernière chose, si je focus sur les risques de résiliation et que je vais voir dans les verbatims ce qui se dit, donc ça, ce qu'on peut faire dans notre outil, je vais aller afficher ce qu'on appelle le snippet, c'est en fait l'expression de l'insatisfaction. Pardon. Et là, on voit des gens qui parlent de aller chez un concurrent, résilier ce contrat, résiliation, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a des outils qui sont relativement simples pour aller fouiller les verbatims et traiter l'insatisfaction qui peut être exprimée par les clients. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est juste comment est-ce qu'on avait exprimé la variation du niveau d'insatisfaction dans les banques et assurances pour la compétence des conseillers et des tarifs. Là, je me suis appuyé sur un de nos outils standards également. Donc là, je suis dans le domaine des assurances. J'ai le volume mensuel depuis 4 ans. Alors, j'ai la proportion négative, mais je vais garder juste la moyenne mobile. Et on voit que de avril 2015, j'étais à 11% d'insatisfaction sur la compétence des conseillers. Et aujourd'hui, je suis à 6%. Donc, c'est bien les résultats qu'on vous a montrés tout à l'heure. Sur les tarifs, j'avais dit qu'il y avait une relative stabilité. Alors, en avril 2015, j'étais à 44% et aujourd'hui, je suis à 46%. Et si je montre la même chose pour les banques, au niveau de la compétence conseillée, on avait dit que c'était relativement stable. En avril, j'étais à 8,7% et je suis passé à 6 et quelques %. Pour les tarifs, en revanche, j'ai une augmentation forte des avis négatifs puisque j'étais en avril 2015 à 42%, même 39% en 2015 et je suis passé à 54% aujourd'hui. Voilà. Je reviens à notre webinaire. Donc là, c'était juste pour illustrer le fait qu'on utilise des outils standards pour sortir les résultats qu'on vous a présentés. Oui, merci. Alors donc là, on a vu l'étude des avis sur Internet. On a vraiment fait un focus sur 10 ans d'avis. Donc ça donne le point de vue des clients. Maintenant, ce qu'on a voulu mettre en place dans notre livre blanc et dans cette étude-là, c'est vous donner la parole à vous, spécialistes de la banque, et voir, voilà ce que pensent les clients. On a vu le tarif dans le domaine bancaire, la compétence du conseiller, etc. On s'est dit, si on vous donne la parole, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et donc, on a interrogé donc une quarantaine de responsables de l'expérience client, responsables digitaux, etc. Et on leur a demandé, quelles sont vos priorités à un an? Et c'est vrai que ce qui est ressorti et ce qui est assez étonnant, c'est que le mot principal, le mot magique, qui est sorti quasiment sur 50% de vos retours, c'est la digitalisation. Donc les outils comme priorité. Alors que la culture client, donc l'humain, le relationnel, la compétence, la posture, tout ce que en fait les gens valorisent de plus, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la valorisation de l'humain est peu citée. Je ne parlerai même pas non plus de tout ce qui est évolution des offres, puisque dans vos priorités d'investissement, en fait, ça n'apparaît pas du tout. Bon, après, c'est vrai que c'est de la relation client, donc ce n'est pas forcément votre domaine de prédilection, mais c'est quand même assez étonnant de voir que votre priorité reste digitale, les outils, alors que les clients réclament plutôt de la posture, des tarifs, etc. Par contre, veuillez noter là qu'il y a un élément qui est assez intéressant, c'est que le deuxième point, c'est de la simplification du parcours client. Et ça, ce sont des choses que, on a parlé tout à l'heure en termes d'accessibilité, de compétences du conseiller également, c'est quelque chose qui est un petit peu lié. Donc voilà, donc 50% de vos remarques, c'est vraiment la digitalisation, self-care, bot, etc. Le parcours client avec l'automatisation des tâches, l'accompagnement aux démarches, etc., etc. Si après, il y a une autre question qu'on vous a posée qui est tout simplement, qu'est-ce qu'on va tirer de ça? Et en fait, on voit bien qu'il y a un décalage entre ce que vous pensez et ce que pensent les clients. Un décalage, oui, parce que au moment de vérité, les clients vous demandent d'être présents, d'avoir de l'humain, d'avoir quelqu'un qui est là, en particulier dans le domaine des assurances, on l'a vu dans les verbatims, dans des moments un peu
délicats comme des successions, des moments de vie difficiles, il faut mettre de l'humain, il faut en fait qu'il y ait des personnes qui soient là. Et un autre point, on parle beaucoup de digital, mais on voit également que il ne faut pas oublier les laissés pour compte du digital, les seniors, les gens qui n'ont pas un accès à Internet, qui n'ont pas des compétences à Internet, qui eux se sentent un petit peu lésés par ça. Donc voilà, attention à ça. Par contre, oui, vous faites des efforts au bon moment lorsque vous travaillez le parcours client pour limiter les irritants. Et vous verrez également que vous travaillez aussi sur les nouvelles attentes des clients, sur l'accessibilité. Donc voilà, n'oubliez pas, oui, c'est important d'aller supprimer les points noirs du parcours client, mais n'oubliez pas également de créer des pics d'émotion au moment de vérité, lorsque la personne a un emprunt bancaire, que lorsque la personne a un décès dans sa famille, etc., etc. Vous devez être là et faire en sorte qu'il y ait un bon accompagnement, et on le verra tout à l'heure au travers des bonnes pratiques et de la baguette magique. Alors justement, j'y viens à cette fameuse baguette magique, c'est une question qu'on vous a posée et on vous a dit, voilà, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est vrai que c'est assez intéressant puisque on a vu précédemment que vos priorités principales, c'était la digitalisation, c'était les outils. Et quand on vous dit, voilà, si vous pouviez faire une seule chose et claquer des doigts, qu'est-ce que vous feriez? Et on voit en fait que ce qui arrive en premier, c'est tout simplement les actions autour de la culture client. Ce qu'on a remarqué, c'est que vous me disiez, voilà, c'est faire vivre à chaque client une expérience unique qui en ferait un client engagé et ambassadeur de l'entreprise à travers tous les canaux. La deuxième chose, vous nous avez dit, c'est que la satisfaction client soit une priorité de tous, à tous les échelons de l'entreprise, en partant du top management. Donc c'est vraiment de la culture client. Ensuite, accorder son entière confiance au client avec de la présomption de bonne foi. Là encore une fois, on est dans la partie moment de vérité, confiance du client, attitude, compétence. Et ça, c'est ce que réclament vos clients. Et c'est ce que vous aussi, vous pensez qui est important. Et pourtant, dans les faits, on l'a vu précédemment, ce n'est pas ce qui est fait en top priorité. Que tout le monde se sente investi, remettre le client au cœur d'entreprise et au cœur de tous les processus, agir sur les personnes qui n'ont pas le sens du client et le plaisir réciproque du contact humain. Donc on voit vraiment que si vous aviez quelque chose à faire, c'est vraiment être en phase avec ce que veulent les clients. Le deuxième point, ce qui est intéressant, c'est le parcours client. On l'a vu également dans vos priorités. Ça, vous êtes vraiment tout à fait en cohérence entre ce que veulent les clients et ce que vous mettez en place, c'est le parcours client. Donc bien sûr, un parcours client sans couture, the best service is no service, réduire l'effort client, être en mesure d'apporter des réponses dès le premier appel, la cohérence des outils informatiques, un client qui ne subit pas les procédures, une relation privilégiée. Et ça, on verra tout après. La relation privilégiée, ça fait partie de vos bonnes pratiques. Être là au bon moment, c'est également des éléments clés. Donc voilà, ce qu'il faut retenir sur cet aspect baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à ce qui est fait et la rationalité des choses, c'est que tout simplement, si vous pouviez faire quelque chose, c'est plutôt donner du sens, diffuser de la culture client, simplifier le parcours client, et dans une moindre mesure automatiser. Attention par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, qui est plutôt de la digitalisation, l'optimisation des outils et de la réduction de coûts. Donc attention à ne pas être en déphasage avec les attentes des clients. L'autre point qu'on a demandé dans cette étude-là, c'est le partage en fait de bonnes pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment les 3/4 d'entre vous nous ont fait part de bonnes pratiques. Ceux qui n'ont pas répondu étaient tout simplement soit trop récents dans l'entreprise, soit ils n'avaient pas d'idée. Donc il y a vraiment un esprit de partage qui était assez intéressant dans cette enquête. Donc dans 25% des cas, et c'est le premier item qui est apparu, ce qui est apparu comme la meilleure bonne pratique, et ce qui est assez étonnant, c'est tout simplement l'écoute client et la gestion de la satisfaction. Alors c'est sans doute lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, essayer de réduire la résiliation et essayer de fidéliser les clients. Donc c'est vraiment une priorité. On l'a vu tout à l'heure avec Mathieu que c'est là qui était un élément majeur pour essayer de gagner en économie, réduire les coûts et ne pas faire fondre son chiffre d'affaires. Donc la gestion de la satisfaction client est pour vous la priorité numéro 1, la meilleure bonne pratique, avec l'écoute à chaud des clients, il rappelle les insatisfaits, un basique, mais tout le monde ne le fait sans doute pas encore. Le portail de satisfaction qui permet de piloter les résultats et de diffuser à tous. Le traitement de la satisfaction en amont, en cours de dossier, pour essayer de trouver une issue positive avant que ça dégénère en courrier, en email, etc. etc. Et une autre pratique qu'on a vue assez peu souvent, qui a été citée que quelques fois, c'est le rappel des promoteurs. Et c'est vrai que nous, on engage de plus en plus nos clients à le faire, puisque c'est vrai qu'il faut rappeler les insatisfaits, mais rappeler les gens qui sont satisfaits, ça leur permet bien sûr de les remercier, de faire des gens qui vont être vraiment fidèles encore plus envers vous, et pourquoi pas faire de l'upsell, du cross-sell. Donc vraiment important ce rappel des promoteurs.
La deuxième bonne pratique qui est le plus apparue, c'est l'amélioration du parcours client. Encore une fois, ça arrive toujours dans la deuxième position, c'est une de vos priorités pour vous, mais également, je pense, une demande des clients. Donc, quelques-unes de vos bonnes pratiques sont tout simplement un workflow qui permet de voir aux opérationnels où en est le traitement de la demande et justement essayer de répondre aux clients. C'est cet aspect, voilà, la compétence du conseiller qui est capable de répondre sur un dossier et donner des bonnes informations. Donc, remettre le client au centre de la relation client. Avoir une assistante dédiée et une relation privilégiée à chaque étape, et c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, un niveau de relation client qui va être personnel, un petit peu comme vous disiez, comme avant, quand ils avaient en fait un agent généraux qui suivait une relation client de A à Z. Donc remettre cet aspect personnel avec quelqu'un qui connaît le client, qui a une proximité. Il y a également des bonnes pratiques au niveau des outils, la signature électronique qui permet de gagner du temps au niveau du parcours client et l'amélioration de la gestion des réclamations. Alors, ce n'est pas vraiment la satisfaction, mais c'est tout ce qui est prise en charge, résolution du problème, principe d'amélioration continue pour améliorer le parcours client. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à noter. Ensuite, dans les bonnes pratiques, on arrive maintenant sur justement le partage des bonnes pratiques. Certains nous auront monté quelques bons outils, comme par exemple Workplace by Facebook, qui permet en fait aux entreprises de communiquer beaucoup plus efficacement, partager les bonnes pratiques entre différentes personnes de l'entreprise, entre le siège, le terrain, etc. Donc vraiment la communication, utiliser les outils digitaux pour cela. Deuxième chose, avoir des réunions d'équipe dédiées avec des thématiques proposées et imposées qui permettent en fait d'avancer sur des sujets et justement de nettoyer un petit peu ces points noirs du parcours client ou au contraire essayer de créer des pics d'émotion au moment clé. Le troisième point, c'est tout simplement le partage des bonnes pratiques entre différentes personnes d'un groupe. On l'a vu tout à l'heure, il y a une fusion de plus en plus dans les différentes mutuelles, banques, assurances, etc. Et donc il est important de les généraliser. Autre point qui était apparu numéro 1 dans votre rêve en baguette magique, qui apparaît ici avec 10% des demandes, c'est la culture client et la posture, avec des challenges autour de la posture client et de la relation client. Une formation sur les soft skills. Alors les soft skills, c'est tout simplement des compétences plutôt humaines à comparer aux hard skills qui sont des compétences techniques, comment en fait je maîtrise les outils. Donc la posture du conseiller qui était quelque chose qu'on a vu qui était important tout à l'heure. Travailler sur la mauvaise humeur, la posture encore une fois. On voit également des dispositifs d'animation de la résolution des réclamations. Encore une fois, on est beaucoup sur l'humain, la culture client, la posture. Une des dernières bonnes pratiques qui arrive avec 10% des demandes, c'est la proactivité. La proactivité avec un pool de conseillers, par exemple, qui a une démarche proactive et surtout personnalisée avec un conseiller dédié. Les assurances proactives qui ne nécessitent aucune démarche du client final pour recevoir une indemnité. Donc encore une fois, c'est ce principe de bonne foi, de présomption. Un appel sans acte de vente, on l'a vu tout à l'heure, cet aspect rappel des promoteurs, félicitations, est-ce que mon client va bien, etc. etc. Et par exemple ici, là encore une fois, cet aspect proactif, rappeler en fait un client après l'acceptation du prêt immobilier, parce que pour lui c'est quelque chose qui était important, la partie négociation du prêt, administration, etc. était importante, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Pour le client, il continue sa vie, il faut l'accompagner, être toujours présent et pas être uniquement présent lorsqu'on est au niveau des démarches administratives. Dans les dernières bonnes pratiques, encore une fois, avec 10%, tout ce qui est formation, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important. Il y a eu des gros efforts qui ont été effectués, on l'a vu dans certains domaines, en particulier dans le domaine des mutuelles, sur la formation des conseillers et avec les formations techniques. La compétence du conseiller, on voyait que c'était quelque chose qui était essentiel au niveau de satisfaction. Donc des outils d'aide à la vente mis à jour, la professionnalisation des métiers. Dernier point qui est apparu relativement peu souvent, et pourtant, Mathieu l'a bien souligné, dans le domaine en particulier des banques, les offres et les prix sont quelque chose qui sont essentiels. Donc travailler sur les offres digitales, c'est apparu quelques fois en termes de bonnes pratiques, et donner aux clients le choix de solutions adaptées à ses besoins en lui apportant des services beaucoup plus ciblés, donc travailler sur les offres. Les autres bonnes pratiques, voilà, il y a certaines choses comme les outils, les SVI, etc., mais qui sont apparus quand même de manière beaucoup plus mineure. Donc au niveau du bilan, qu'est-ce qu'on va retenir ? En fait, il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'humain avec la culture client, l'écoute client, la posture, etc. Donc ça c'est très très bien parce que c'est en phase avec ce que réclament les clients. Et en même temps du digital, le renouvellement des outils du parcours client et sans oublier ce qui apparaît un petit peu en mineur dans vos suggestions, travailler sur les offres. Alors, ce qu'on propose maintenant, c'est un petit peu passer à l'action. Alors, à partir des remontées qu'on vous a faites et qu'ont fait surtout vos clients, donc nous, on en retient qu'il y a vraiment 3 niveaux.
d'entreprise, hein. Les personnes en fait qui sont vraiment tout au début du chemin de l'expérience client, des personnes qui n'ont pas encore un dispositif d'écoute client, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça fait partie de la première bonne pratique qui est ressortie, la gestion des clients insatisfaits. Donc nous, pour moi, vraiment le niveau 0, avoir une entreprise qui va passer du niveau métier, hein, avec des outils un petit peu historiques, très orientés process, très orientés produits, et qui va passer à une entreprise niveau 1, qui va être sur le pilotage de l'expérience client, la diffusion de la culture client, et après le niveau 2, si vous êtes déjà à ce niveau-là avec les enquêtes de satisfaction à chaud, etc., là on est vraiment dans la fluidification du parcours client, la digitalisation et la diffusion de la culture client. Et là donc Mathieu, je te laisse en dire quelques mots. Oui, alors si vous êtes au niveau 0, au niveau de départ, on va dire, peut-être que vous utilisez une enquête annuelle de type NPS auprès de vos clients. Peut-être que vous avez des données qui sont réservées aux experts et qui ne sont pas exploitées dans toute l'entreprise. Peut-être que vous mesurez la satisfaction, mais uniquement des clients et pas la satisfaction également des personnes de l'entreprise. Il peut y avoir une conscience du parcours client, mais sur certains points de contact seulement, et pas le parcours en entier. Pas forcément de SLA, c'est-à-dire des engagements sur les délais de réponse et des clôtures d'un ticket d'appel ou d'une demande. Et en fait, on a une promesse assez floue de l'expérience client. Donc, il y a des éléments de base, hein, on l'a vu dans le slide d'avant, mais ce n'est pas encore exploité de manière optimale. Ensuite, on peut essayer de passer au niveau 1, qui est un premier niveau d'exigence, dans lequel on a une prise de conscience des collaborateurs sur l'expérience client. Donc, c'est une vision qui commence à être partagée. Une promesse d'expérience client avec notamment la mise en place de SLA et de KPI. Essayer d'aller vers le temps réel en faisant de l'écoute à chaud et de l'alerting au bon moment du parcours client, c'est-à-dire avoir conscience de tous les points de contact du parcours client et via l'alerting, pouvoir réagir dès qu'on détecte que quelque chose ne va pas, soit par un mail qui part, soit par, je montrais tout à l'heure le visuel avec une sorte de météo de la relation client. Avoir recours du coup à l'analyse sémantique pour voir les détails et les tendances, lancer des alertes, des choses comme ça, diffuser les KPI à l'intérieur de l'entreprise et finalement avoir une prise de conscience des moments clés qui sont importants pour votre client et faire partager tout ça à l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise. Alors, en termes de dispositifs d'écoute client, ce qu'on peut proposer, par exemple, c'est un mailing mensuel. Là, on a un exemple ici, mailing du mois d'août 2019, avec à la fois des données qui proviennent du NPS et des données qui proviennent de l'analyse sémantique. Donc, pour ce qui est NPS, vous voyez qu'on a 3 agences, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, avec le pourcentage de détracteurs, neutres et promoteurs, et puis les tendances d'un mois à l'autre. Donc ça permet de voir comment est-ce que ça évolue d'un mois à l'autre. Et dans la deuxième partie de ce mailing, on a les infos qui viennent plutôt de la sémantique, avec les clients en alerte, enfin les clients à rappeler, combien on a détecté de clients en colère, combien de risques de résiliation, etc. Et puis ensuite, un focus sur les catégories de la relation client, avec le top 3 et le flop 3, c'est-à-dire les catégories qui ont été les mieux notées en termes de pourcentage d'opinion positive, avec aussi la progression par rapport au mois précédent, et les 3 catégories qui ont été les moins notées au cours du mois précédent. Donc ça permet d'avoir un certain nombre de KPI, de suivre l'activité et de la partager aussi au sein de l'entreprise. Deuxième exemple, une vision macro qui est plus là à l'adresse de la direction de l'entreprise, qui permet de visualiser le parcours client et qui mêle à la fois les résultats de l'enquête de satisfaction avec un NPS, les promoteurs, les détracteurs, qui mêle aussi ce qui a été exprimé par les clients avec le sentiment exprimé sur chacun des thèmes de la relation client. Par exemple, sur l'offre, on voit qu'on a une base jaune qui est à 50, c'est moyen, c'est pas très bon. Et puis, on a aussi le volume d'opinions exprimées sur chacun des thèmes. Et cette vision, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interprétation, mais cette vision va nous permettre de détecter les chantiers prioritaires, les chantiers à éviter et les signaux faibles, de manière à déterminer un plan d'action pour les mois à venir, et ensuite revenir d'ici un mois, par exemple tous les mois ou tous les 3 mois, faire un bilan pour voir si le plan d'action mis en place a porté ses fruits. Ensuite, pour passer au niveau 2... Alors maintenant, passons au niveau 2. Donc on l'a vu précédemment, si vous n'avez pas encore tous ces dispositifs, il faut les mettre en place. Si au contraire, vous avez déjà commencé à avoir des indicateurs de satisfaction client tels que le CSAT, le NPS, etc.,
Vous avez commencé en fait à aller vers le temps réel, vous avez mis en place l'analyse sémantique comme l'a présenté Mathieu. Maintenant, il faut passer au niveau 2 et faire en sorte que ce ne soit pas vous qui soyez les porteurs de la culture client, de l'expérience client, mais faire en sorte que ce soit véritablement un réflexe pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est un vrai travail, et un vrai travail sur la culture client et la posture client. Faire en sorte que vraiment l'orientation client soit faite dès le départ. Par exemple, dès que l'on produit ou qu'on crée un produit dans l'entreprise, dès le départ, les personnes en charge de l'expérience client soient intégrées dedans pour dire mais comment va-t-on faire pour en faire en sorte que le parcours client, que l'expérience client soit la meilleure? Comment va-t-on faire pour réduire les moments d'insatisfaction? Et comment va-t-on faire pour créer un pic d'émotion pour faire en sorte que le client dise waouh, j'ai vraiment un accompagnement, j'ai vraiment suivi, ils ont vraiment compris mon besoin. Donc bien sûr, c'est des services de pensée dès le départ, plus d'événementiel et d'adoption pour les KPI. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va par exemple, on a fait un web séminaire dédié là-dessus il y a 2-3 semaines de ça avec Mathieu. On va par exemple faire un concours, faire de la gamification. Certains de nos clients le font. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On vous enverra les slides pour vous expliquer comment le faire. Travailler plus de canaux, avoir une meilleure vision multicanaux de l'expérience client. Et bien entendu, remettre de l'humain et de l'automatisation au bon endroit. Donc l'automatisation, qu'est-ce qu'on vous propose? On sait très bien que dans le domaine de la banque assurance mutuelle, il est important d'être là au bon moment et que les clients, la journée, ils travaillent et c'est plutôt le soir qu'ils commencent à travailler sur leurs finances et ou alors quand ils ont un problème, ça peut être le week-end, le dimanche, il faut être là au rendez-vous lors des moments clés. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est justement d'avoir une relation client ouverte 24 heures sur 24 qui peut prendre un premier niveau de demande avec, par exemple, des chatbots ou des callbots. Le chatbot, c'est sur le site internet qui peut prendre des demandes. Le callbot, c'est au téléphone, 24 heures sur 24, même en dehors des heures d'ouverture. Le callbot peut faire une déclaration d'incident, peut donner un relevé de solde bancaire, etc., etc. Donc le callbot, plus pour les gens qui sont un petit peu seniors et qui sont habitués au téléphone, pour digitaliser le téléphone, pour que les demandes vraiment très simples ne soient plus traitées par une personne, un conseiller, mais par quelque chose d'automatique, et qu'au contraire, les conseillers du centre de contact se concentrent sur le relationnel, l'humain, l'appel proactif, la personnalisation. Deuxième point aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est l'analyse sémantique des émotions, en particulier au niveau du centre de contact. On l'a dit précédemment, on peut très facilement analyser des écrits tels que des enquêtes, des choses comme ça. Nous maintenant, notre challenge avec Mathieu, c'est de s'attaquer aux conversations téléphoniques, puisque dans beaucoup de métiers, il y a 80 ou 60-80% des conversations et des échanges qui sont au téléphone. Or, en fait, on ne mesure pas comment ça se passe. Est-ce que la posture du conseiller est bonne? Est-ce qu'il y a des mots-clés irritants, etc., etc. Donc, nous, on a développé des solutions qui permettent d'aller analyser les conversations téléphoniques. Donc, on va prendre la conversation téléphonique, on va la transcrire, et on va analyser en fait les émotions dedans. Et on va pouvoir même identifier dans une conversation s'il y a eu un mot, s'il y a une phrase, s'il y a une attitude qui a été vraiment négative. Par exemple, dire « je regarde sur mon ordinateur » ou « je peux rien faire ». Si on se dit, voilà, tiens, ça c'est une mot-clé qui émerge tout le temps, on va être capable de l'identifier, après coacher les conseillers, soit alors de manière globale et de manière totalement indolore, pour 100% des appels, mesurer la satisfaction. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de demander au client derrière, est-ce que vous êtes satisfait de l'appel du conseiller? Non, on va pouvoir identifier si le client est content ou pas, et après faire des actions de relance, de rappel, etc. Donc on arrive à la conclusion, Mathieu? Oui, alors en conclusion, les points à retenir. Les chantiers doivent être poursuivis, donc continuer, j'ai vu Doriana qui me citait des outils mis en place dans son entreprise, poursuivre les chantiers sur les différents outils mis en place. L'écoute client et la culture client doivent être la priorité au quotidien. Effectivement, la principale priorité d'ailleurs, il ne manque pas d'articles sur les entreprises qui ont mis le client au centre de leur priorité et qui du coup réussissent. Et notamment des comparaisons entre les entreprises pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup travaillé sur la culture client, celles pour lesquelles c'est en cours et celles pour lesquelles ils ont mis le client au centre des priorités depuis 5 ou 10 ans. Généralement, les résultats financiers des entreprises qui ont axé leur politique sur la culture client sont meilleurs que les autres entreprises. Et puis Fred l'a dit, laisser une part à l'humain, ça c'est également ce que je disais en conversation avec Doriana suite à sa question. Je me demandais si tous les résultats qu'on présentait, on les avait avec nos outils en standard. La réponse est oui. Tous les résultats que j'ai présentés, ils viennent de nos outils et de nos plateformes standards.
Après, évidemment, il y a un humain qui va aller lire les graphes et puis synthétiser, faire une synthèse. Donc ça, vous êtes capable de le faire avec nos outils, ou alors on a des chefs de projet, des linguistes, des chargés d'études qui peuvent vous accompagner. Dernière chose, vous allez recevoir notre livre blanc en version électronique dans votre boîte mail. Pour ceux qui voudraient la version papier, c'est possible aussi, on l'a fait éditer, donc on pourra vous l'envoyer.